Beaucoup de personnes pensent que quand on est dans le courant de l'éducation bienveillante et qu'on veut aider nos enfants à s'épanouir, à gagner en confiance, à développer une bonne estime d'eux-mêmes, à être autonomes, eh bien on pense que cela va se faire sans cadre, sans limite, sans règles. C'est pas possible, ça n'existe pas. Sinon c'est l'anarchie. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, très content de vous retrouver. Bon, le mercredi, vous savez que je dis bon midi à tous, puisque Karima Chadibaou est avec nous. Bon midi Karima. Bon midi Philippe, bon midi tout le monde, comment ça va bien ? Ça va bien, psychothérapeute, bien. coach parental et familial, vous êtes venu avec vos tripes. Oui, oui, je les ai pas laissés à la maison ou dans la montagne. Vous allez poser sur la table vos tripes. C'est comme ça qu'on vous aime, Karima. Bah oui, bah écoutez... Bon, vous avez passé un mauvais été. Hein. Je pense que vous avez trop écouté Caroline Goldman. Non. Caroline Goldman, c'est la fille de Jean-Jacques Goldman, alors qui rencontre un succès phénoménal. Oui. Mais c'est vrai que vous avez écouté Caroline Goldman et vous avez réécouté. Non, j'ai réécouté, oui. J'ai relu. C'est vrai. Non, c'est vrai, mais oui. Bien sûr. Oui. Bah, vous savez, on incite les gens sur notre radio à ouvrir l'esprit, à être curieux, à ne pas rester sur des a priori, sur des présupposés. Donc si nous on invite les gens à le faire, c'est que nous-mêmes aussi, il vaut mieux incarner... Et peut-être que dans ce qu'il dit, il y a ce qu'on appelle un signal faible. Oui, exactement. Voilà, et nous avons décidé d'appeler cette émission « L'éducation positive, ce n'est pas le vide éducatif ». Mais ça part quand même d'un constat, c'est qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de ce qu'on appelle des enfants tyrans. Oui, des enfants tyrans, des enfants... Alors, moi j'aime pas trop ce mot parce qu'on pose une étiquette sur l'enfant, mais plutôt dire qu'il est dans un lien tyrannique. Donc c'est encore une question de lien, c'est de relation en fait. On revient encore à ça et pour déculpabiliser aussi les parents, si votre enfant est tyrannique avec vous ou qu'il a des comportements tyranniques, c'est pas forcément de votre faute. C'est pas parce que vous n'avez pas la bonne autorité ou l'autorité juste. On va encore parler de cette question d'autorité, cette question de cadre, cette question de règles et de limites que l'on va installer. Beaucoup de personnes pensent que quand on est dans le courant de l'éducation bienveillante et qu'on veut aider nos enfants à s'épanouir, à gagner en confiance, à développer une bonne estime d'eux-mêmes, à être autonomes, eh bien on pense que cela va se faire sans cadre, sans limite, sans règles. C'est pas possible, ça n'existe pas. Sinon c'est l'anarchie. Donc souvent, et en ce moment, c'est ce que je rencontre énormément dans mes consultations. Je l'ai rencontré aussi à travers l'expérience de ma fille, de ma grande fille, qui est dans une école et qui me dit « Maman, est-ce que tu as des tips ? Est-ce que tu as des astuces ? Est-ce que tu as des outils ?» Parce qu'elle a des enfants de l'âge de 4 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans qui ont des comportements en fait inappropriés. Et avec des parents qui ont une éducation, on va dire, qui sont dans le courant de l'éducation positive et bienveillante. Et du coup... sur certaines choses, quand je lui demande explique-moi, donne-moi la situation, donne-moi le contexte de la situation, qu'est-ce que tu as demandé à l'enfant et qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été sa réaction. Mais en fait, l'enfant ne coopère pas, l'enfant il est en fait un peu livré à lui-même. Et donc, beaucoup de parents pensent qu'un enfant, quand il s'exprime de cette manière-là, c'est le laisser exprimer ses émotions et l'aider à gérer ses émotions. Ça, c'est pas trop tyrannique quand même. Non, là, c'est pas trop tyrannique. Non, à ce stade-là, c'est pas encore trop tyrannique. On va expliquer ce que ça veut dire. C'est juste un enfant qui a décidé de pas jouer le jeu, quoi. Voilà, qui a pas envie, qui, dans son humeur aujourd'hui, il a pas trop envie qu'on l'embête, quoi. Il a pas envie de coopérer, il a pas envie de travailler, par exemple. Donc, souvent, les parents vont donc laisser faire l'enfant, mais une éducation... Alors, je vais parler de contraintes. Quand je parle de contraintes, généralement, on va penser contrainte par la force, obligé à... D'accord ? Mais souvent, l'enfant, c'est pas les bisounours, c'est pas le paradis ici, c'est pas le pays des merveilles. Il y a certaines choses où il doit être contraint. C'est-à-dire certaines choses où il va les faire, il n'a pas envie de le faire, mais il va le faire quand même. D'accord ? Les obligations. Certaines obligations. Par exemple, j'ai pas envie de faire mon lit, j'ai pas envie de ranger ma chambre. D'accord ? D'accord, on va t'écouter, tu n'as pas envie de la ranger. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Dans la vie, mon coco, il y a plein de choses que tu n'auras pas envie de faire. C'est ça. Et le problème dans l'éducation, en tout cas certains parents, dans leur compréhension des choses, ils se disent « Ah non, mais nous on oblige notre enfant à rien faire. On l'oblige pas, non, parce que sinon, il est fragile, il est hypersensible, ça va le mettre mal à l'aise, ça va le mettre ceci, ça va le mettre cela. » Donc, il y a certaines choses. On va en fait
obliger l'enfant à faire certaines tâches, d'accord ? Mais on va le faire dans un cadre. Parce que souvent, on confond la bienveillance, et je le redis encore une fois, on confond la bienveillance avec la complaisance. Être bienveillant, ce n'est pas être complaisant. Moi, j'aime pas ce mot bienveillant, de toute façon. Vous l'aimez pas, Philippe ? Non. Pourquoi ? Parce qu'on l'utilise à toutes les sauces, et ce qui voudrait dire qu'il y a une éducation malveillante. Et ça me va pas. D'accord, donc en fait, par Vous opposition. voyez ce que je veux dire ? D'accord, ça veut dire que s'il y a une éducation bienveillante, ça veut dire que l'autre, elle est malveillante. Oui, mais dans le sens, alors que les parents, il n'y a aucun parent qui est malveillant. À part les psychopathes et ceux qui sont malades, qui portent une pathologie. Aujourd'hui, tout le monde est bienveillant. Oui, mais parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Et être bienveillant, souvent dans l'imaginaire et dans notre compréhension, c'est je fais tout passer, je laisse, c'est pas grave, je critique pas, Non, on peut critiquer, être constructif et dire voilà. Moi, la définition de la bienveillance, je la prends dans le sens où je ne vais pas nuire à l'autre. Je vais lui dire ce qui ne va pas. Je vais lui dire ce qui ne fonctionne pas. Mais sans, par exemple, là, on a parlé tout de suite de l'enfant tyran. On a posé une étiquette. Ce n'est pas très bienveillant. Parce qu'on pose une étiquette sur des enfants qui souffrent. Un enfant qui est dans une relation tyrannique, c'est un enfant d'abord qui souffre. C'est un enfant qui, d'abord, a du mal, en fait, dans la relation avec les autres. Et il n'arrive pas à se positionner. Il n'arrive pas à gérer aussi ses émotions. Donc, ce que je veux dire vraiment aujourd'hui à tous nos auditeurs et auditrices, à nos chers parents, nos éducateurs, ceux qui sont en charge d'enfants, d'être vraiment, de prendre en considération que ça va pas, c'est pas facile, en fait, d'être un pilier solide pour nos enfants. C'est pas facile d'être une référence pour nos enfants. Ça va pas se faire dans la joie et la bonne humeur et youpla bloom, tout va bien, les méthodes un peu à l'américaine. Vous savez, moi j'aime pas trop. Où on va dire ah non ça on met de côté, on y va. Non, on prend les choses à bras le corps, on essaye de mettre du sens et on chemine ensemble. D'accord ? Donc par rapport au vide éducatif, je vous ai coupé Philippe, mais par rapport à ce vide, beaucoup de parents ne distinguent pas qu'est-ce qui est de l'ordre de l'éducation et qu'est-ce qui est de l'ordre du respect de la personnalité de l'enfant. D'accord ? Dire bonjour quand il rentre dans une pièce, saluer les gens, être agréable, être poli tout simplement, quoi, les règles de bienséance. Et souvent le problème, c'est ce qu'on voit, non, il dit pas bonjour parce qu'aujourd'hui il est pas bien, d'accord ? On peut l'entendre. Il est pas bien, il se sent pas à l'aise, ça l'empêche pas d'être poli. D'accord ? Et ça, le problème, c'est que souvent, quand on disait oui, il faut pas obliger les enfants à embrasser ou à dire, vous savez, à un moment donné, moi j'ai grandi comme ça. Tu rentres dans une pièce, tu dis bonjour, on n'a rien à faire de ta vie. Si tu es mal luné, tu as mal dormi, tu as fait un cauchemar, il y a des problèmes. Oui, tu allais dire bonjour à tout le monde, voilà, c'était comme ça. C'est comme ça, voilà, on l'a appris. Quand tout le monde te faisait des papouilles. Voilà, là-dessus, je suis pas d'accord. Par contre, les papouilles, non. Non, mais c'était ça. Donc la limite, où on pose le curseur, Philippe ? Où est-ce qu'on pose le curseur ? D'accord ? Parce qu'une extrême en appelle une autre. Souvent, quand on est dans la violence, dans la communication violente, pourquoi est-ce qu'on appelle la communication non violente ? Par opposition à la communication violente. D'accord ? Mais parce qu'on a voulu en fait marquer le coup en disant voilà, il y a une autre manière de communiquer et nous on s'inscrit dans la non-violence. C'est pour ça qu'on dit la bienveillance, on s'inscrit dedans. Mais le problème, c'est qu'il y a des dérives après. C'est parce que j'ai un déficit au niveau de mon autorité, j'arrive pas à me faire entendre avec mon enfant, j'arrive pas à l'amener à coopérer, à faire ce qu'il a à faire, à avoir une attitude d'élève quand il est en classe, je vais dire non, je suis dans le courant de l'éducation bienveillante, non, mais nous on les laisse, non, même dans les méthodes Montessori, les méthodes Steiner, toutes ces méthodes-là alternatives ou complémentaires, on peut les appeler comme on veut, il y a des règles, et il y a une manière de faire. Alors, qu'est-ce que les parents n'ont pas compris ou alors qu'est-ce qu'ils ont du mal à appliquer ? Alors, ce qu'ils ont du mal à appliquer, c'est, et ça part de là, je pense, c'est déjà l'écoute empathique. Alors maintenant, vous savez qu'il va y avoir des cours, d'ailleurs je ne sais pas comment ça va se passer, des cours d'empathie, d'apprendre l'empathie aux enfants. Déjà, si nous, en tant qu'adultes, l'empathie, on n'est pas très à l'aise avec ça, est-ce que l'empathie, ça veut dire de parler que de ses émotions et d'être, comment je vais dire ça ? De s'étendre sur tout ce qui est sentiments, émotions, sensations, et de laisser de côté les apprentissages, je vais dire non, c'est pas ça. L'empathie,
c'est une capacité de l'être humain qui se développe, qui est naturelle chez l'être humain, et elle se développe, elle se situe au niveau du cerveau, au niveau préfrontal. Et elle se développe par rapport aux relations sécures qu'on a développées avec ses parents, avec la figure d'attachement qu'on va avoir. Donc ça peut être le père, la mère, les deux, ou un autre adulte, la nounou, à la crèche, ça peut être vraiment un adulte référent. J'ai perdu la question, Philippe. Je disais... je suis partie sur l'empathie et donc j'ai fait mon envolée vers l'empathie. J'étais en train de dire qu'est-ce que les parents n'ont pas compris et qu'est-ce qui est difficile de mettre en place pour eux. Il y a l'écoute. Il y a l'écoute qui est difficile à mettre en place et surtout l'écoute des sentiments, l'écoute des émotions. Souvent, quand on a affaire à un enfant qui lui-même ne sait pas ce qui se passe en lui, le parent, il doit ouvrir ses radars, en fait. Les radars de son audition, les radars de son cœur, pour écouter et décoder ce qui se passe chez l'enfant. C'est le plus difficile. Un enfant qui ne veut pas coopérer en classe, par exemple. Moi, j'étais dans une première vie enseignante. Et quand j'avais un enfant qui ne veut pas coopérer avec le groupe classe, qui ne veut pas aller dans l'activité, et que cette activité est importante, il y a un apprentissage qui est fondamental. Donc une compétence qu'il doit développer. Et que moi, en tant qu'enseignante, ou en tant que parent, ou en tant qu'animatrice, je n'ai pas cette ouverture et cette capacité de pouvoir accueillir cet enfant dans l'état émotionnel dans lequel il est, eh bien, je peux me tromper, je peux faire n'importe quoi avec cet enfant. D'accord ? Le traiter d'enfant tyran, le traiter d'enfant avec une attitude inappropriée, le traiter d'enfant non coopératif, et puis je peux lui coller toutes les étiquettes que je veux. Mais je n'ai pas réglé le problème parce que je ne suis pas à l'écoute de ce qui se passe en lui. Peut-être qu'il n'a pas envie, qu'il a peur d'être avec les autres, qu'il n'arrive pas à trouver sa place. Et ça, c'est le plus difficile. Donc du coup, les parents, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se disent, on va le laisser. On va le laisser. Et puis, c'est comme quand il pique une colère, on le laisse faire, mais on se sent, nous... ce qui doit nous alerter, c'est notre ressenti à nous en tant que parents. Quand je vois mon enfant qui fait ça, comment moi je me sens ? Est-ce que j'ai peur de lui ? Ou est-ce que je suis mal à l'aise avec ça ? Et c'est ça, la difficulté, elle est là, pour les parents, de pouvoir décoder, mettre les mots justes sur ce comportement-là. Alors c'est vrai que dans cette émission, on parle souvent d'éducation positive, mais Karima Chadibaou, vous nous le disiez tout à l'heure, eh bien, il y a un équilibre à trouver, c'est comme tout. Exactement, c'est comme tout. L'être humain n'aime pas même si on va d'une extrême à une autre, c'est l'équilibre. On doit à chaque fois trouver le juste équilibre, ce qui nous respecte nous et qui respecte aussi nos enfants. Alors déjà, les parents doivent pouvoir adapter l'éducation positive à leurs propres besoins. Oui, exactement. Ça, c'est important. Ouais. On parlait tout à l'heure en début d'émission sur les cours d'empathie. Et que tous les deux, vous vous souvenez, Philippe, quand on en avait parlé, celui qui va enseigner ça, déjà, il faut qu'il fasse le point sur sa propre histoire. Enfin, moi, je pensais que c'était inné, l'empathie. Alors, je comprenais pas du tout l'idée de donner des cours d'empathie. Soit vous êtes empathique, soit vous l'êtes pas. Mais en fait, je suis pas sûr. Non, on l'est tous, en fait. On l'est tous, à part les psychopathes. Les psychopathes, ceux qui sont atteints d'une psychopathie, ou les pervers narcissiques, ou les sociopathes, ceux-là... En fait, on a découvert, mais il y a encore beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. Ils ont subi en fait des IRM, les personnes qui ont été diagnostiquées donc à ce niveau-là de pathologie high level. Zéro empathie. Zéro empathie. Pourquoi ? Parce que au niveau de leur cerveau préfrontal, cette partie-là est hypertrophiée, atrophiée, pardon, pas hypertrophiée. Donc c'est le contraire. Il y a une atrophie en fait où ils n'ont pas la possibilité en fait elle est feinte en fait cette empathie, c'est-à-dire qu'ils vont surjouer. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est des enfants quand on fait la psychogénèse, c'est-à-dire connaître l'origine de cette pathologie, d'où elle vient. Généralement c'est en relation avec la mère ou avec le parent référent. Donc soit il n'était pas pris dans les bras, parce que l'empathie elle se développe à travers les caresses, avec aussi l'hormone l'ocytocine, l'hormone de l'amour. Et si l'enfant n'est pas stimulé quand il est bébé par ses parents ou par ceux qui s'occupent de lui, eh bien il y a une atrophie à ce niveau du cerveau. Et donc il ne peut pas la développer. Mais ce qui est positif, c'est que c'est réversible quand même. Un enfant par exemple qui grandit, donc des tests qui ont été faits dans des orphelinats, des enfants qui n'ont pas été pris dans les bras, à qui on n'a pas parlé, qu'on n'a pas caressé, eh bien, et qu'on le fait plus tard, c'est-à-dire autour des 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, parce que de toute façon,
le diagnostic de psychopathie ou de psychopathologie ou sociopathie, genre, c'est très difficile à poser. Hein. C'est vers les 40 ans que ça se déclare, généralement. Hein. Après, on les trouve en entreprise, les psychopathes performants et compagnie. D'accord ? Je ne veux pas faire de psycho, je ne veux pas perdre nos auditeurs, mais juste pour dire que rien n'est définitif. Votre enfant, il y a au stade du développement, à la phase de l'opposition autour des 2 ans, où il va développer, où il est beaucoup tyrannique à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il est dans un lien, dans un rapport de force, il veut prendre du pouvoir. D'accord ? Si le parent, il doit laisser une marge de manœuvre à cet enfant pour le laisser se développer. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de développer la confiance en lui, il est en train de développer l'autonomie, sa prise de décision, d'accord ? Et il réalise qu'il est séparé aussi de maman et de papa. D'accord ? Mais ça doit se faire dans un cadre. C'est pas cette phase d'opposition, je le laisse faire tout et n'importe quoi. D'accord ? Donc dans cette phase, il veut prendre le pouvoir. Eh bien, on va déterminer le périmètre de cette prise de pouvoir. Et ce n'est pas je le laisse faire n'importe quoi. Parce qu'après, à l'adolescence, à la préadolescence et à l'adolescence, c'est aussi des états qui vont revenir. Donc ça veut dire, quelle est sa marge de manœuvre ? Il va vouloir négocier avec vous le temps d'écran, le temps des sorties, ses vêtements, les copains, ces temps de plaisir. Donc il va vouloir négocier un petit peu tout ça. Mais si vous n'êtes pas dans un rapport où il n'y a pas d'escalade, c'est-à-dire qu'on coopère ensemble et on travaille ensemble, eh bien forcément vous risquez d'installer un rapport de force et du coup un rapport qui peut être aussi tyrannique. Et surtout si vous êtes fatigué, vous en pouvez plus, vous en avez marre, à chaque prise de décision, à chaque fois il faut se bagarrer avec votre enfant, il faut vraiment changer de paradigme, il faut changer de manière de faire pour sortir de l'escalade. Ça c'est une des pistes qui va vous aider à sortir de ce lien tyrannique avec l'enfant. Mmh. Et ça, c'est réversible. Et ça, c'est réversible, bien sûr. Je parlais de l'empathie, le fait de le prendre dans les bras. Un enfant qui fait des colères, il faut le prendre dans les bras, il faut contenir, il faut devenir, vous, le parent, le contenant de cette colère. Pour que la colère, parce que la colère, elle a besoin de sentir, elle peut être dévastatrice, d'accord ? Il y a besoin, là je fais le geste, elle a besoin de trouver une frontière. Elle a besoin de trouver un obstacle devant elle. L'obstacle, c'est quoi ? C'est vos bras. Vous allez encercler votre enfant, le prendre dans vos bras et lui dire, là, tu peux te mettre en colère. Vas-y, je suis là, je suis le pilier solide, je te tiens. Je ne vais pas faillir, je ne vais pas m'écrouler. Je te tiens et tu as le droit ici d'exprimer ta colère. Tu as le droit ici d'exprimer ton mécontentement. Oui, parce que je t'ai enlevé ton écran. Oui, parce que je t'ai pas autorisé à manger le 10e gâteau. Oui, tu as le droit d'être en colère. Et ta colère, tu peux l'exprimer ici. Là, je fais ce geste-là depuis tout à l'heure. Oui, là vous êtes en train d'enserrer l'enfant dans vos bras. Oui, exactement. Et souvent, les parents, ils ont peur. Vous le contenez, oui. Il faut le contenir. La colère, elle est là pour être contenue. Si elle n'est pas contenue, c'est pour ça qu'on voit, Philippe, des enfants qui vont se taper la tête contre les murs, des enfants qui vont envoyer des objets à travers la pièce, des enfants qui vont se blesser eux-mêmes, se mutiler, se donner des coups, se mordre. D'accord ? Bon, la fameuse éducation positive, ce n'est pas laisser tout faire à son enfant. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, il faut qu'on le comprenne une bonne fois pour toutes. Ouais. Ce n'est pas laisser son enfant faire n'importe quoi. Ce n'est pas dire, voilà, oui, ce n'est pas un alibi, en fait. C'est ça, Philippe. Ce n'est pas un alibi à notre incompétence en tant que parent, parce que souvent, on est démunis, on se dit, oh là là, mais comment je vais faire là ? Je comprends pas, mon enfant, il me pose des questions, ça se passe mal à l'école, on est face vraiment, parce que ça se construit au fur et à mesure. C'est pas, on aurait aimé que ce soit l'éducation des enfants comme avec Ikea, quand vous allez acheter votre meuble, on vous donne le mode d'emploi, tu dois le monter comme ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On apprend au fur et à mesure. Je reçois beaucoup de parents qui sont dans un projet de leur parentalité, de devenir parents, et qui me disent, j'ai des parents qui sont hyper procéduriers, première étape, j'ai dit, d'accord, là c'est sur le papier, c'est très bien. Mais concrètement, en vérité, c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord ? Quand il va faire ses colères, quand il va avoir de l'angoisse. C'est les deux situations dans lesquelles je vois les parents démunis. Donc, soit
L'alibi, c'est dire « Ah ben c'est un ultra-sensible, hypersensible ». Et j'ai lu plein de bouquins là-dessus et qui me disent « Attention, il ne faut pas le frustrer, il ne faut pas le contrarier, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela ». D'accord ? Donc, il y a, même s'il est ultra-sensible, hypersensible, HPI, haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel, TDAH, trouble déficit de l'attention, c'est les étiquettes qu'on colle partout. Maintenant, tous les enfants, ils sont tous comme ça. Mais c'est pas vrai. C'est qu'un faible pourcentage. D'accord ? Maintenant, c'est quelle est, nous, notre réaction, notre plan, notre stratégie pour accompagner nos enfants quand il faut distinguer le vide éducatif. Le manque un enfant, même s'il est ultra sensible, il doit apprendre à dire bonjour. Bon, la frustration, donc le zéro frustration, non. Non, mais non, c'est pas possible, Philippe. C'est-à-dire sous prétexte que voilà, quand on était petit, on n'avait pas tout ce qu'on voulait et que on veut pas que nos enfants vivent ça. Voilà, ça c'est vous parliez tout à l'heure de les parents doivent faire le point sur leur propre histoire. De qui il s'agit ici ? Il s'agit de votre enfant ou il s'agit de vous ? Puisque vous dites, la personne va dire, moi j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ces jouets-là, j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela. Je vais raconter juste une anecdote pour que nos auditeurs et auditrices restent avec nous et nous suivent. Moi, je viens d'une fratrie de 8 enfants. Je suis la 4e, donc la place du milieu. Tu fais partie des plus grands ou tu fais partie des plus petits ? Tu sais pas trop bien comment tu t'installes là-dedans. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'avais une copine. À l'époque, quand j'étais dans les petites classes, elle venait tout le temps avec sa trousse. Incroyable, Philippe. Une trousse avec des gommes parfumées, des stylos, du papier à lettres qui sentait bon et tout. Moi, je viens de la fratrie de 8. Non, on n'avait pas les moyens. J'avais le stylo Bic, d'accord ? Et j'avais pas de stylo couleur fraise bonbon, comme elle s'appelle là, Charlotte aux fraises, Charlotte aux framboises, ou je sais plus quoi. Quand j'ai eu mes filles, j'ai dit, alors là, mes filles, elles vont avoir ces belles trousses, ces belles gommes, ces stylos, c'est ceci, c'est cela, ce journal intime qui se ferme avec un joli cadenas et qui a des plumes partout, bref, qui fait rêver les petites filles. Dans mon imaginaire à moi, dans mon vécu à moi. Quand j'ai eu mes filles, je leur ai dit, je vais vous faire une belle surprise. On a été dans une super papeterie et tout, d'accord ? Elles ont regardé, elles ont dit, mais maman, et moi j'étais comme une petite fille. À ce moment-là, c'était mon enfant intérieur à moi, mon enfant blessé, la petite fille qui n'a pas eu tout ça, d'accord ? Qui était en train de s'amuser, qui était au paradis du papier à lettres et des stylos et tout ça. Et des trousses à plumes. Et des trousses à plumes. Oui. Je vous montre ma trousse, puisque l'émission est filmée, je peux la montrer, pour nos auditeurs. Voilà, moi j'ai une trousse qui est orange, avec des paillettes, des couleurs, du bleu, du violet, du vert, et j'adore ça. Et j'ai des stylos de toutes les couleurs. Bref, ça c'était mon histoire. Mais pour vous dire... Je veux voir les stylos. Je veux voir les stylos. Je vous montre les stylos. Ouais, je veux voir donc les stylos. j'ai des stylos de toutes les couleurs. Voilà. Ouais. Voilà. Oh, bon, ça va. Non, ça va. Ouais, non, voilà. ça va. Bon, franchement, ça va. Et celui-là, celui qui, le critérium violet, qui sont bons, sa gomme, elles sont super bons. Bref. Vous n'avez pas des stylos qui écrivent turquoise? Non, je l'ai pas là. J'ai le marron, j'ai le rose, j'ai le bleu, j'ai le vert, mais j'ai pas le turquoise. C'est pas dans cette trousse là, c'est dans une autre trousse. Non, juste pour dire, non, Philippe, vous êtes raisonnable. Il y a pas de plumes. Je suis très déçu parce que Non, mais il y a des paillettes. Oui, mais je préférais les plumes. Je sais pas pourquoi. Mais juste pour vous dire, mes filles, vous savez ce qu'elles m'ont dit? Ah là là, j'en ai des sueurs froides encore là. Elles m'ont dit, mais maman, ça c'est ton rêve à toi, c'est pas à nous. Et moi, je pensais offrir un truc inestimable, un truc incroyable à mes filles, et du coup elles m'ont dit non. Pourquoi? Parce que c'est pas ce dont elles avaient besoin, d'accord? Et elles m'ont dit mais maman, c'est tes trucs à toi. Donc je leur avais acheté les trucs Pouka. Vous connaissez Pouka? Je crois qu'elle s'appelle Pouka. Les Diddle, tous les trucs là, les vieilles références là, les je suis en train de faire ma thérapie là, Philippe. La colle qui sent bon. La colle qui sent bon, oh là là. Donc c'est pour vous dire, Philippe, il s'agit de qui ici? En fait, il s'agit du parent, il ne s'agit pas de l'enfant. Donc attention à ne pas se tromper. Donc les parents doivent faire le point avec leur histoire. C'est ça qu'il faut retenir. Et ça ne veut pas dire que vous allez vous embourber dans une psychanalyse qui va durer ad vitam aeternam. C'est pas ça. C'est simplement faire le point. De qui il s'agit? De moi ou de mes enfants? Voilà, avec Karima Chadibaou qui est avec nous. On va voir dans un instant, Karima, les 7 piliers de l'éducation. Mais on va revenir sur cette vision et on va parler de la punition qui est totalement prohibée de l'éducation positive. Alors comment est-ce qu'on, je mets des guillemets, Karima, recadre un enfant? Oui, alors
la question du recadrage, on reprend en fait les principes de la communication, c'est-à-dire être dans cette attitude empathique, bienveillante et contenante. D'accord ? On revient là-dessus. Donc c'est beaucoup de travail. Hein. Donc comment est-ce qu'on fait pour recadrer un comportement, comme vous l'avez dit, hop là, j'ai pas... Alors, un comportement... Je n'ai pas éteint mon téléphone avant voilà. l'émission. Donc, comment est-ce qu'on remplace la punition par la sanction ? Parce que dans l'éducation positive, on ne parle pas de punition. Parce que quand on parle de punition, il y a l'idée de punir. Punir, c'est-à-dire de prendre une revanche sur ce qu'a fait l'enfant. Et ça, ce n'est pas approprié, ce n'est pas adapté. D'accord ? Donc, on n'est pas dans un rapport de domination. On n'est pas dans un rapport de force avec l'enfant, même si lui veut nous installer là-dedans. Parce qu'il est en quête de pouvoir, il est en quête d'autonomie, il veut avoir confiance en lui, donc du coup, il va vous défier, vous, le parent. D'accord ? Donc, on va remplacer la punition par la sanction. Dans l'éducation positive, les détracteurs disent que tout le monde fait ce qu'il veut. Non, c'est pas vrai. On sanctionne. La sanction, c'est quoi ? La sanction, c'est la conséquence de ton comportement. C'est la conséquence qui peut être logique ou naturelle de ton comportement. D'accord ? Donc, on remplace la punition, parce que la punition, qu'est-ce qu'une punition ? Une punition, c'est quelque chose, c'est une attitude, un comportement qu'on va avoir pour punir, pour faire payer l'enfant, et du coup, qui n'est pas pédagogique. L'enfant ne comprend pas, en fait, il n'y a pas de lien avec ce qu'il a fait. Exemple, il a frappé sa sœur, qu'est-ce qu'on lui fait ? On va dire, t'es privé de sortie. T'es privé de ta PlayStation, ta Play machin, ou ton téléphone, plus de réseaux sociaux, plus de Snapchat, plus de rien du tout. Quel est le lien entre frapper et ne plus avoir accès à mes réseaux ? Donc l'enfant ne comprend pas. Ce n'est pas la conséquence de son acte. La conséquence de son acte, c'est regarde, tu l'as blessé. Regarde ce que tu as fait du mal à ta sœur. Comment tu peux réparer ? Donc du coup, dans l'éducation positive, on peut plus parler de réparation. Comment je peux réparer mon acte ? Par exemple, il a renversé son verre. C'est pas maman ou papa qui va nettoyer. C'est la première réparation, c'est d'abord tu répares les dégâts que tu as causés. D'accord ? Et c'est pareil dans les relations avec les autres. Donc arrêtez de dire que dans l'éducation positive, on ne sanctionne pas. Si on sanctionne, parce que la sanction, elle peut être, elle est toujours positive. Parce que c'est une conséquence de nos actes. Après, elle peut nous plaire, elle peut ne pas nous plaire. Ça, c'est clair. D'accord ? Exemple, mon année de travail est sanctionnée par un diplôme, est sanctionnée par une récompense, est sanctionnée par quelque chose. C'est la conséquence logique de mon travail. Donc là, vous voyez, on doit changer de paradigme. Pourquoi ? Parce que jusqu'à il y a très longtemps, et même encore maintenant, par exemple, Philippe, permettez-moi de parler un petit peu du programme, par exemple, sur le harcèlement scolaire. On en parle beaucoup en ce moment. On a fait déjà beaucoup d'émissions là-dessus, et je pense qu'on va en refaire encore d'autres. Et on est dans un plan qui est la prévention, pas grand-chose, et on est surtout sur de la répression. C'est-à-dire qu'on arrive après que les dégâts ont été... Est-ce qu'on ne peut pas penser que déjà agir en amont, c'est-à-dire avoir déjà un programme de prévention, de sensibiliser et les adultes et les enfants sur ce fléau, et ensuite, bien sûr, qu'il va y avoir aussi la répression. Quand je dis la répression, c'est-à-dire les conséquences de ces actes-là, et pas être complètement orienté vers allez, oui, on va aller prendre le gamin avec 2 policiers, les menottes, et il sort de sa classe devant tous ces cas. Mais on réalise la portée de ces actes-là ou pas ? Enfin, moi, vraiment, je me pose, j'ai pas la solution, hein. D'accord, j'ai pas la solution, mais quand même, il faudrait peut-être y réfléchir. Quelle société ça va construire, ça ? Alors, soit on est passé d'une extrême à l'autre, on calcule rien, on laisse faire. Enfin, aujourd'hui, ou alors c'est la répression à tout va. Aujourd'hui, l'administration est passée du côté des victimes, ce qui est quand même mieux. Oui, bien sûr, Philippe, elle est passée du côté des victimes. Mais est-ce qu'on aide réellement les victimes ? Et le harceleur, il est victime lui aussi. Parce que quand on vient, c'est un enfant, il ne faut pas oublier que c'est un enfant aussi en construction. Et que cet enfant, il faudrait aussi se poser la question, qu'est-ce qu'il vit peut-être au sein de son foyer ? Peut-être qu'il vit une violence aussi décuplée et que c'est sa manière à lui. On parlait au début d'émission d'enfants tyranniques. Il suffit pas de poser une étiquette et dire oui, c'est un déficit d'autorité de ses parents. Non, c'est plus compliqué que ça.
Alors Karima, quels sont les fameux piliers de l'éducation qu'il est important de rappeler aux parents qui nous écoutent ce matin? Alors ces piliers de l'éducation, alors moi je me suis inspirée de Jean-Luc Aubert qui a un livre qui s'appelle comme ça, Les 7 piliers de l'éducation, et c'est avec l'écoute, donc c'est un psychologue avec son expérience de terrain. Les 7 piliers, le premier pilier c'est le pilier affectif, c'est-à-dire de construire une relation affective, c'est-à-dire émotionnelle, psycho-émotionnelle, pour aider l'enfant à développer aussi ensuite ses compétences psychosociales, d'être avec les autres. Avant d'être avec les autres, il est déjà avec vous, avec le parent. Donc, est-ce que déjà il y a cette écoute? Est-ce que écoute empathique? On y revient. L'écoute avec ses oreilles et l'écoute du cœur, de ce qu'il dit et de ce qu'il ne dit pas. Donc, créer vraiment ces liens affectifs avec lui. Le deuxième pilier, c'est le pilier identitaire. Dans l'éducation positive, une des critiques que l'on peut faire, c'est dire en fait on met tout le monde au même niveau. Non, c'est hiérarchisé quand même. Vous restez le parent et lui c'est l'enfant. Donc le pilier identitaire, c'est est-ce que vous êtes clairement identifié en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant qu'adulte avec cet enfant. Le problème c'est qu'on met tout le monde au même niveau. Non, on n'est pas au même niveau. D'accord ? Il y a certaines choses sur lesquelles je vais expliquer, je vais faire de la pédagogie, et d'autres choses, non, je te demande de faire ce que je te demande, tout simplement. D'accord ? Donc identitaire, et dans ce pilier identitaire, c'est respecter aussi l'identité et la personnalité de l'enfant. Le troisième pilier, c'est le pilier d'appartenance. Il appartient, donc on revient à la pyramide de Maslow, donc les besoins d'appartenance. Est-ce que je me sens appartenir à cette famille? Est-ce que je me sens appartenir au groupe classe? On parlait des enfants harcelés, par exemple, la difficulté c'est qu'ils ne se sentent pas appartenir à la classe ou à son collège ou à cette tranche d'âge d'adolescents, de préadolescents, d'enfants d'école élémentaire. Donc l'appartenance, comment tu la construis? Et ça, c'est la reliance, c'est les liens que tu vas tisser avec les autres. Le quatrième pilier, c'est le pilier socio-éducatif. Comment je développe? Quels sont mes liens sociaux avec les autres? Comment je tisse des liens avec les autres? Et éducatif, eh bien, il y a des règles. Il y a des règles. Il y a une manière d'être, il y a les règles de bienséance, c'est comment je suis avec les autres. Là, je ne suis pas dans cette émission, Philippe, sur le plateau, parce qu'il y a une bienséance. Je suis installée correctement, je ne vais pas me mettre sur la table, allongée, même si dans les méthodes alternatives, on va dire l'enfant, il s'installe, il fait comme il veut pour pouvoir faire ses apprentissages. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, on le tolère. Mais, par exemple, j'ai une réunion avec, je ne sais pas moi, c'est-à-dire que chaque endroit... Dans chaque environnement, dans chaque contexte, il y a une attitude appropriée. D'accord ? Le cinquième pilier, c'est les piliers culturels et scolaires. De ma culture, mes références. Qu'est-ce que je transmets à mon enfant ? Dans quelle culture il baigne ? Ça se fait, ça ne se fait pas. Quelles sont les valeurs ? Quels sont les principes ? Quels sont les fondamentaux ? D'accord ? Et scolaire, aussi, est-ce que quand tu es à l'école, il y a l'attitude à avoir avec, qui va avec, il y a ces relations avec l'enseignant, le lien au savoir aussi. C'est comment, en fait, on lui transmet tout ça. Qu'est-ce qu'on va lui donner ? Et on va développer toute cette intelligence, en fait, et pour qu'il puisse développer aussi son esprit critique. D'accord ? Et le sixième pilier, le pilier hédonique, c'est-à-dire est-ce qu'on a du plaisir à faire tout ça ? Est-ce qu'on trouve du bien-être ? Est-ce qu'on a envie d'être... Il y a des jours, j'ai envie d'être à l'école, il y a des jours, j'ai envie de discuter avec maman, avec papa, il y a des jours, j'ai envie d'être sur ce temps familial, et il y a des jours, j'ai pas envie, et on le respecte aussi. D'accord ? Le plaisir, la notion de plaisir, elle est fondamentale, parce que c'est un moteur. Et le dernier, les piliers, quel pilier pour l'adolescence ? Et là, on pose la question, cette adolescence, aujourd'hui, pour être complètement honnête et authentique avec vous, les ados d'aujourd'hui, moi, je me pose de plus en plus de questions. Parce qu'on a on avait une carte, un plan, comment faire avec eux, puis maintenant, ça change avec le multimédia, les réseaux sociaux, tous ces changements de paradigme au niveau culturel, socio-culturel, et de se dire, l'ado d'aujourd'hui, waouh, c'est pas facile, hein. C'est pas facile pour les parents, c'est pas facile pour les professionnels. Moi, je me pose beaucoup de questions. En ce moment, j'ai beaucoup d'ados en révolte, en rébellion, parce que, déjà avec une agressivité plus, lié, ou je sais pas comment j'ai perdu le mot, mais qui est la conséquence aussi d'une surexposition aux écrans. Et des fois, je suis démunie, je me dis, mais comment on va faire, quoi ? Mais en tout cas... Mais il y a des ados qui sont formidables aussi, oui, avec une maturité, voilà.
Oui, on reste positif, Philippe, bien sûr. Avec des prises de conscience qu'on n'avait pas, des engagements qu'on n'avait pas. Bien sûr, il y a aussi... heureusement. Il y a les deux, en fait. Il y a la difficulté, mais il y a aussi la facilité. Elles sont parallèles. Vous, au cabinet et en thérapie, vous voyez effectivement ce qui ne va pas. Voilà, les gens, ils viennent les ados qui dysfonctionnent, bien sûr. Exactement. Mais on remarque par rapport aux troubles. Oui, mais ça, c'est les questions que se posent plus les parents que les ados, en fait. Les ados, non, exactement. C'est plus les parents parce qu'ils se sentent démunis, ils n'y arrivent pas. Je donne l'exemple d'une séance que j'ai eue hier avec un papa et une maman. Et le papa, il me dit, mais moi, je ne pouvais même pas imaginer de dire lever les yeux sur ma mère ou sur mon père ou dire non, c'est pas juste ce que tu fais, juste ça, quoi. Ou je subis une injustice. Mais il me dit, mais là, moi, il me dit avec ma fille, là, on est arrivé au niveau des insultes, quoi. Pourquoi ? Parce qu'on lui a enlevé son téléphone. Parce qu'on l'a limité le temps d'écran. Il me dit, mais est-ce que c'est... Il m'a dit, on nage en plein surréalisme, quoi. Je dis, oui, bienvenue dans la réalité d'aujourd'hui, quoi. Et là-dessus, moi, franchement, comme j'anime aussi beaucoup de groupes de parole, je trouve qu'il faut encore plus libérer la parole là-dessus et pas avoir honte. C'est pas parce que je n'ai pas les outils aujourd'hui avec mes enfants, je n'ai pas la bonne attitude ou la juste attitude pour pouvoir répondre à leurs besoins ou pouvoir répondre à ce qui se passe en eux, que ça veut dire que je suis un mauvais parent ou que ça veut dire que je suis quelqu'un de laxiste ou que je suis quelqu'un de mauvais. C'est de pouvoir, je pense que c'est tous ensemble qu'on va trouver les solutions. Et de s'entraider, de pouvoir s'écouter, de dire tiens, dans telle situation, voilà sur quoi ça me remet en question. Ça remet en question mon éducation aussi, ça remet en question mes valeurs, mes principes, mes idées. Pour moi, le respect, c'est une valeur qui est fondamentale. Comment elle est bafouée par mon ado qui a 13 ans ? Je suis défiée par un ado de 13 ans qui vient remettre... Alors que pour moi, c'était complètement OK, le respect pour moi qui allait de soi, et bien que maintenant, il faut que je l'explique. Comment je l'explique à mes enfants ? Comment je l'explique à cet ado qui ne respecte rien ? Comment je fais ça ? Aujourd'hui, c'est toutes les questions auxquelles on doit répondre, en fait. Avec des parents qui ont l'impression d'avoir manqué quelque chose. Exactement. Mais, on va le redire encore une fois, ce n'est pas de leur faute. Il y a aussi ces facteurs, en fait, sociétaux qui, ils nous bousculent, et c'est tant mieux. Et en même temps, prendre le temps de développer de vraies réponses. D'accord ? Et c'est pas ne pas répondre au diktat de l'immédiateté, de dire comme on zappe, on scrolle sur nos écrans, quand il y a un truc qui nous plaît pas, on zappe. Non, là je reste avec le problème et explore-le complètement pour aller découvrir les trésors cachés, tout simplement. Bien, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent les programmes, et notamment les 7 piliers de l'éducation de Karima Chadib, où vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de Karima. Et de Beurre FM. Et de Beurre FM. Absolument. Voilà. Vous pourrez commenter si vous aussi vous êtes retrouvé dans certaines situations que vous vivez à la maison. Et si vous avez des trucs, justement, quand vous vous retrouvez face à votre ado qui vous insulte parce que vous lui avez supprimé son téléphone portable ou supprimé sa tablette. Absolument. Merci Karima. Merci à vous Philippe. Vous revenez quand vous voulez. Oui, avec plaisir. Voilà, et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.